Décembre 2019. Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les présidents ukrainiens et russes, en compagnie de la chancelière allemande, Angela Merkel. Volodymyr Zelensky, élu quelques mois plus tôt, est un novice en politique. Vladimir Poutine, lui, dirige la Russie d'une main de fer depuis 20 ans. La Russie va faire tout le nécessaire pour apporter son obol à ce travail. De cette rencontre, la première entre les deux hommes, le président français attend beaucoup. Je crois que la tenue de ce sommet et des heures de discussion que nous venons d'avoir est en soi un acquis. Rien moins que le règlement d'un conflit vieux de 5 ans au cœur de l'Europe, depuis que les Russes ont annexé la Crimée et que des séparatistes aidés par le Kremlin se sont emparés d'une partie du Donbass. Aujourd'hui, j'ai insisté sur la nécessité pour l'Ukraine de restaurer le contrôle entier sur ses frontières. L'avenir montrera que les espoirs du président français étaient vains. Merci à vous. Rien n'empêchera Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine 2 ans et 3 mois plus tard. Depuis Jacques Chirac, tous les présidents français ont cherché à nouer une relation de confiance avec le maître du Kremlin. L'intérêt de Poutine pour Chirac, c'est qu'il a affaire à un vieux renard de la politique. À travers des documents d'archives assemblés pour la première fois, c'est 23 ans d'histoire récente que nous allons revisiter. Nous étions naïfs, mais on ne veut pas le reconnaître. On a parfois le sentiment qu'on a envie d'écarter la Russie. Et si toute l'histoire des relations entre Poutine et les présidents français était celle d'une illusion? Les présidents français, ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai pu apprécier la fermeté de vos convictions. C'était un homme extrêmement froid. Vous ne passeriez pas vos vacances avec lui. Le mensonge pour Poutine, il doit être sidérant. La seule chose qui compte pour lui, c'est le rapport de force. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. Alternance, séduction, menaces et manipulation, l'ancien espion du KGB finit toujours par l'emporter. Chirac est un enfant de la guerre froide. Il a connu la Russie soviétique et le démantèlement de l'URSS. Russophile, russophone, il parle un peu la langue de Pouchkine. Il s'inscrit dans la tradition gaulliste d'une relation franco-russe garante de l'indépendance de la France. La première erreur capitale qui pourrait être faite serait de sous-estimer la Russie, bref, de l'humilier. Chirac s'entendait bien avec Yeltsin, la même faconde, la même chaleur dans les rapports d'homme à homme. C'est toi qui commences. Ils s'entendent très bien, ils se rencontrent, ils boivent de la vodka ensemble, ils vont au sauna ensemble. Et somme toute, Chirac accompagne la Russie dans, je dirais, son intégration, je dirais, progressive dans le monde occidental. À la veille de l'an 2000, l'homme qui succède à Yeltsin est encore un inconnu, même pour les Russes. Il était un petit homme gris, effacé. Tout ce qu'on savait de lui, c'est qu'il avait été un agent du KGB. L'ancien espion au physique de passe-muraille se révèle vite comme l'homme de fer dont la Russie a besoin pour sortir des années de chaos post-soviétique. S'appuyant sur les services de sécurité dont il est issu, il réduit les oppositions au silence et met au pas les oligarques. Dans sa guerre en Tchétchénie, il ne fait pas de détails.
Bosnie, la capitale, est rasée. Il avait promis de buter jusque, je le cite, dans les chiottes, les combattants tchétchènes. Donc on a vu cette brutalité tout de suite. Nous considérons que la Tchétchénie est une affaire très grave en matière de non-respect des droits de l'homme, que la brutalité de l'armée russe est très sérieuse. En même temps, Chirac considère aussi que la Tchétchénie a toujours été un problème pour la Russie, a toujours été un problème difficile qu'il faudra bien le régler. À Paris, pour avoir émis quelques réserves dans cette affaire, pourtant considérée comme interne à la Russie, on essuie la première bouderie poutinienne. Chirac charge son nouvel ambassadeur à Moscou, Claude Blanche-Maison, de le rapprocher du dirigeant russe. Eh bien, il me dit, je ne connais pas Poutine. Je l'ai invité à Paris. Il fait la tête. Il ne me répond même pas. C'est pas très poli. Mais enfin, j'ignore, parce que moi, je veux évidemment avoir des discussions avec lui, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. En septembre 2000, Poutine consent enfin à venir à Paris, où il est reçu comme un tsar. Poutine un peu timide, hein, le président bon enfant, comme on connaissait Chirac, et jouant les vieux politiciens très expérimentés. L'autre est un animal froid quand même, donc c'est pas la même chose. Il se prête moins aux embrassades et aux effusions. À ce moment-là, c'était un Poutine jeune, qui n'avait pas encore toute l'expérience, tout le blindage qu'il a acquis par la suite. Et Poutine écoutait Chirac, il dialoguait avec Chirac, il avait l'impression d'apprendre des choses. Et ce qui est intéressant, il l'a appelé le professeur pendant longtemps, parce que Chirac lui disait un certain nombre de choses qui étaient des conseils. Comment aborder un tel, comment aborder tel autre. Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda change la face du monde en faisant tomber les tours jumelles à New York. Je veux redire au peuple américain la solidarité de tous les Français dans cette dramatique épreuve. Nos pensées vont en particulier à toutes les victimes, à leurs familles, à leurs proches. Poutine est le premier chef d'État à appeler George Bush pour lui exprimer sa solidarité. Les Russes offrent leur aide aux Américains, et c'est un moment où se crée un début de confiance russo-américaine qui n'ira pas très loin. Les Américains, aveuglés par leur désir de vengeance, ne se contentent pas d'envahir l'Afghanistan pour en chasser les talibans. En 2002, ils désignent l'Irak de Saddam Hussein comme soutien du terrorisme et détenteur d'armes de destruction massive. L'Irak doit se désarmer. Un dossier est monté, des fausses preuves présentées à l'ONU par les plus hauts responsables américains. Saddam Hussein possède déjà 2 des 3 composants clés nécessaires à la fabrication de la bombe atomique. Jusqu'au bout, la France va tenter de s'opposer à cette guerre. Il n'y a pas là de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre. Jacques Chirac alerte George Bush sur les conséquences d'un changement de régime à Bagdad. La France se cherche des alliés. Le 10 février 2003, Poutine vient à Paris. Nous avions un texte qui était préparé avec les Allemands pour dire que la guerre ne pourra intervenir qu'en dernier ressort, et nous nous disons, nous allons essayer d'associer les Russes à ce texte. Le président Poutine vient, le président Chirac va le chercher à l'aéroport, ce qui est assez rare, mais la gravité de la situation l'exigeait. Il lui parle de ce texte que nous préparons, et Poutine est en accord avec le texte. Nos 2 pays cherchent à régler de façon politique et diplomatique cette crise. Nous croyons que l'utilisation de la force peut être lourde de conséquences. Merci beaucoup. Le diagnostic était le même, ça n'était pas notre guerre, et les motifs qui avaient été donnés pour l'affaire n'étaient d'ailleurs pas vérifiés, sont avérés inexistants.
Le 14 février, devant l'Assemblée générale des Nations unies, Dominique de Villepin fait encore entendre la voix de la France. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. En dépit des efforts de la France, les États-Unis envahissent l'Irak en mars 2003. Saddam Hussein est chassé du pouvoir. Une intervention qui provoque une déstabilisation de toute la région, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Et je pense que de ce jour-là, le début de confiance qui aurait pu naître chez les Américains vis-à-vis de Poutine s'est effacé. Ils se sont dit Poutine n'est pas du bon côté. L'affaire de l'Irak a rapproché un peu plus Jacques Chirac et Vladimir Poutine. Vive la Russie, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Depuis 3 ans, les deux hommes se voient régulièrement. Comme à Sotchi, la cité balnéaire sur la mer Noire. On savait que Poutine aimait Sotchi, c'était une marque de confiance de sa part de nous inviter. Et Chirac, comme il était toujours assez sympathique, dit à Poutine « Viens donc prendre une bière avec moi au bar tout à l'heure ». Et ils ont discuté. Naturellement, Poutine ne buvait pas la bière de l'hôtel, il avait son propre porteur de thé. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec des breuvages étrangers. La France caresse même le projet d'un espace économique commun avec la Russie et l'Allemagne. La France est favorable à l'objectif à terme d'un continent sans ligne de partage. Toujours cette obsession française d'arrimer la Russie à l'Europe. Chirac était dans la tradition française, c'est-à-dire il y a cette espèce de romantisme, de bienveillance à l'égard de la Russie. Il faut dire qu'à l'époque, Poutine regardait encore vers l'Ouest. Poutine est très demandeur d'investissements étrangers, occidentaux, de coopération. Il a même dit dans une des réunions auxquelles j'ai participé, « J'ai besoin de la France pour m'aider à développer l'état de droit en Russie ». Ça paraît surréaliste en 2023. Les think tanks les plus en cours au Kremlin réfléchissaient à la façon pour la Russie d'avoir des liens organiques avec l'OTAN. Ça allait très loin, il y a eu des réflexions à ce sujet. Il y avait une ouverture de la Russie au monde extérieur et bien somme toute, on dira aujourd'hui c'était naïf. Je ne crois pas que c'était naïf, c'était la réalité du monde tel qu'il était. La Russie jouait le jeu. En 2004, Poutine est invité aux célébrations du 60e anniversaire du débarquement. Le président russe n'a déjà plus rien du petit homme timide des débuts. 3 mois plus tôt, il a été réélu triomphalement. Il fait beau, tous les grands de ce monde sont là. En apparence, la concorde règne. Mais déjà, les nuages s'amoncellent, car 2004, c'est aussi l'année qui voit changer le visage de l'Europe. Effectivement, en 2004, l'Union européenne a un petit peu changé, avec un déplacement de son centre de gravité vers l'Est. Des pays, autrefois dans l'orbite soviétique, rejoignent l'Union européenne. Mais ils adhèrent également à l'OTAN. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. Les Russes se sentent encerclés. La même année, les révolutions de couleur en Ukraine et en Géorgie éloignent un peu plus Poutine du bloc occidental. Je crois que c'est une des grandes erreurs que nous avons faites, c'est d'avoir sous-estimé
le poids de 70 ans de soviétisme dans la tête des dirigeants russes. En 2007, l'orage éclate à la conférence sur la sécurité à Munich. Poutine provoque la stupéfaction. Le format de la conférence me permet d'éviter les excès de politesse. Au mépris de toutes les conventions diplomatiques, il s'en prend violemment aux Américains. Les États-Unis ont dépassé leurs frontières nationales et s'imposent aux autres États dans tous les domaines, économiques, politiques et humanitaires. Qui va aimer cela? Qui va aimer cela? Poutine a fait un discours en disant « Bon, j'ai été bon garçon jusqu'à présent, j'ai joué le jeu avec les Occidentaux, je n'ai pas été payé de retour, par conséquent, à partir de maintenant, je défendrai strictement les intérêts que je considère être les intérêts de la Russie. » Les Occidentaux avaient fait « il est très dur », mais c'est pas pour autant qu'ils ont réagi. Je pense qu'on a sous-estimé ce discours de Poutine qui finalement exprimait un ressentiment, une frustration de ne pas être pris au sérieux. Un discours qui porte en germe tous les événements des années à venir. Jacques Chirac, lui, s'apprête à quitter l'Élysée. Rien n'aura pu altérer son amitié pour Vladimir Poutine. L'année précédente, en 2006, il lui a remis la Légion d'honneur lors d'une discrète cérémonie en tout petit comité. Même les images ont l'air d'avoir été prises à la dérobée. Diffusées le soir même par la télévision russe, on y voit Chirac décrocher de sa veste un ruban rouge avant de l'épingler au revers de Poutine. On n'était pas naïfs, on savait très bien à qui on avait affaire. Je pense que Chirac fait partie des gens qui, de bonne foi, et malgré son expérience politique, ont cru que tendre la main aux Russes était un moyen de les attirer dans le camp de l'Occident. Après avoir quitté ses fonctions, Jacques Chirac reverra Vladimir Poutine à Paris comme en Russie. Et le 30 septembre 2019, le dirigeant russe assistera aux obsèques de l'ancien président en l'église Saint-Sulpice à Paris. Seul chef d'État d'envergure présent ce jour-là. Avec Nicolas Sarkozy, l'ambiance va changer. Vous devenez ainsi le 6e président de la 5e République. Vladimir Poutine et lui sont de la même génération, mais celui qu'on surnomme parfois Sarko l'Américain entend se démarquer de son prédécesseur, accusé d'être trop complaisant avec le maître du Kremlin. Avec lui, plus question de serrer les pognes, comme il dit. Il fallait vraiment être ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Poutine, lui, a redressé l'économie, concentré les pouvoirs entre ses mains et verrouillé les oppositions. C'est donc un homme sûr de sa force que Nicolas Sarkozy affronte peu de temps après son élection. Le conseil diplomatique russe était venu me voir en me disant il y a des grandes chances que M. Sarkozy soit élu, mais s'il continue à adopter ce ton avec nous, les choses ne pourront pas bien se passer. Donc nous avions quelques avertissements. La rencontre a lieu au G8, en Allemagne, sur la mer Baltique. Face à Poutine, Nicolas Sarkozy parle droits de l'homme, journalistes assassinés, homosexuels persécutés, répression en Tchétchénie. Le Russe l'écoute, puis... Poutine le coupe tout de suite et lui dit attends, tu vois, mon pays, il est comme ça, et ton pays, il est comme ça. Donc tu t'écrases. Poutine a cassé Sarkozy. Parce que Poutine, c'est non seulement un homme du KGB, mais au sein du KGB, c'était un recruteur. Et donc, il sait parfaitement manier les hommes. Poutine s'est-il vraiment permis d'humilier à ce point le président français ?
Moi, j'ai posé directement la question à Nicolas Sarkozy, qui m'a assuré que jamais Poutine ne lui avait parlé de façon aussi grossière que ce qui a été dit. Je lui fais crédit, mais il s'est passé quand même quelque chose. Lors de la conférence de presse qui suit, Nicolas Sarkozy apparaît groggy. Mesdames et messieurs, KO debout. Je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Plusieurs personnes ont cru, quand il est ressorti, qu'il titubait, il était tout pâle, et ils se sont dit il a bu alors qu'il ne buvait jamais. D'ailleurs, Poutine non plus. Je crois que c'est à partir de cette première rencontre que Sarkozy a complètement changé d'attitude. 4 mois plus tard, Nicolas Sarkozy est à Moscou en visite officielle. Avec Vladimir Poutine, l'heure est à la détente. Sourire, poignée de main. Je comprends bien que ces 15 dernières années pour la Russie ont représenté beaucoup d'épreuves. Et croyez bien que la France comprend la volonté de la Russie de revenir sur le plan international à la place qui est celle de la Russie. Le maître du Kremlin est aux petits soins pour le président français, qui l'embarque dans son 4x4 pour une virée entre copains. Lors de la conférence de presse commune, le ton est conciliant. Les sujets qui fâchent, on en parle, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Je voudrais préciser que la France ne souhaite donner de leçons à personne, que je reconnais et que je comprends la spécificité russe et que j'ai fait valoir sur un certain nombre de questions mes convictions avec franchise. Monsieur Poutine m'a répondu avec la même franchise parce que nous considérons tous les deux que l'amitié, ça consiste à se dire les choses. À croire que Nicolas Sarkozy a trouvé son mal alpha. Il n'est pas poutinolate, ce serait exagéré, mais il a reconnu en Poutine mieux qu'un ancien policier quand même. Donc un dirigeant dur, avec beaucoup de trempes. Il doit se dire que pour diriger la Russie, de toute façon, on ne peut pas être un gentil chrétien démocrate européen de l'Ouest. Entre-temps, le président russe a terminé son second mandat. Interdit de se représenter par la Constitution, il a troqué son fauteuil avec celui de son Premier ministre Medvedev, un tour de passe-passe qui lui permet de conserver le pouvoir. Bientôt, un petit pays lui fournit le prétexte à montrer ses muscles. Août 2008, la Russie envahit la Géorgie au soutien de 2 provinces séparatistes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. La France assure alors la présidence de l'Union européenne. Nicolas Sarkozy propose sa médiation. Ce que j'ai vu, c'est que à partir de la guerre en Géorgie, Sarkozy avait su trouver le ton juste en envoyant Kouchner, son ministre des Affaires étrangères, à la fois chez les Géorgiens et à la fois chez les Russes. Qui aurait pu penser il y a 2 mois que l'Union européenne, regardez, avec ses véhicules, serait là, les seuls au monde à avoir fait quelque chose. C'est pas de l'autosatisfaction, ni un cocorico. Rien n'est terminé, bien sûr. Puis, Nicolas Sarkozy se rend lui-même dans les 2 capitales. La paix progresse, c'est déjà pas si mal. À Moscou, il est reçu par Medvedev, toujours flanqué de Poutine. Bon, il y avait Sarkozy qui était devant Medvedev et moi qui étais devant Poutine. Je constate que le vocabulaire de Poutine est un vocabulaire ordurier. La médiation française obtient un cessez-le-feu. Un accord de paix est signé entre Mikhaïl Saakachvili et Dimitri Medvedev. Sarkozy s'est mis dans la position de M. Perrichon. Il a l'impression d'avoir sauvé la Géorgie, sauvé la paix en Europe. Il y avait un papier. Il y avait un papier que nous avions signé. Ils avaient d'ailleurs tenté de le falsifier.
Il ne prétend pas résoudre, je l'ai dit au président Saakashvili, tous les problèmes de la région, tous les problèmes de la Géorgie, dont je comprends parfaitement le souci de garantir son intégrité territoriale, qui me semble d'ailleurs garantie par l'esprit de ce texte. Dans l'accord que nous avions signé, les Russes s'engageaient à ne pas reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Mais les Ossètes du Sud et l'Abkhazie se sont déclarés unilatéralement indépendants et la Russie les a reconnus. La Géorgie ne récupérera jamais ces deux provinces. La grande victoire diplomatique, proclamée un peu vite par Nicolas Sarkozy, s'est révélée n'être qu'un marché de dupes. Nous étions naïfs. Nous étions naïfs, mais on ne veut pas le reconnaître, parce que c'était trop gros. On aurait dû comprendre qu'on avait affaire à des gens sans foi ni loi. Le grand menteur, c'était Poutine. Il ment comme il respire. C'est même pas une pathologie, c'est son être. En 2009, Nicolas Sarkozy ramène la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Ce choix atlantiste va-t-il l'éloigner de la Russie de Vladimir Poutine? La suite prouve que le Russe peut toujours compter sur son ami français. C'est d'abord la construction d'une cathédrale orthodoxe à Paris, quai Branly, à 2 pas de l'Élysée et du quai d'Orsay. C'est surtout, en 2011, la vente de 2 frégates Mistral à la Russie, l'un des fleurons de notre industrie de défense, contre l'avis de l'état-major. La Russie est un pays ami de la France. J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de travailler avec le président Medvedev et je veux dire que je lui fais confiance. Nicolas Sarkozy y tenait vraiment, c'est-à-dire qu'il a choisi de vendre des Mistral alors qu'au sein des forces armées, beaucoup de personnes s'y étaient opposées fermement. C'était une idée de tendre la main car il estimait que nous avions des intérêts communs avec les Russes, nous avions des intérêts communs notamment dans la lutte contre le terrorisme, pour la stabilité du monde. Nous faisions ça dans un esprit qui est toujours ce qui préside dans la diplomatie française, c'est contribuer à la stabilité du monde. 2011, c'est aussi l'année des printemps arabes et de la révolution libyenne. La fuite, puis la mort lynchée par la foule du dictateur Kadhafi à la suite de l'intervention franco-américaine impressionne beaucoup Poutine. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Les Russes ont toujours estimé que nous avions été au-delà du mandat qui avait été donné par les Nations Unies. La méfiance de Vladimir Poutine envers l'Occident s'en trouve renforcée. De son côté, Nicolas Sarkozy ne reviendra jamais sur la confiance qu'il avait accordée au maître du Kremlin, même après avoir quitté l'Élysée. Pour l'ancien président, la Russie n'a jamais été une menace et l'isoler n'a aucun sens. Il le redit devant un parterre d'étudiants moscovites en 2015, c'est-à-dire après la sécession d'une partie du Donbass et l'annexion de la Crimée. Entre nous, il faut choisir le rapprochement et le dialogue. Parce que l'éloignement est une erreur. Les pays ne changent pas d'adresse. Et la France et la Russie ont besoin de travailler ensemble. Aujourd'hui, il fait partie de la minorité de l'élite française qui continue à trouver des excuses à Vladimir Poutine. Et donc il est resté, en fait, accroché à cette russophilie française qu'il n'avait pas du tout au début. 2012, François Hollande entre à l'Élysée. Monsieur le Président de la République,
À Moscou, Poutine, lui, vient de retrouver son siège après la parenthèse Medvedev. Vladimir Vladimirovich Poutine. En 5 ans, les deux hommes vont se voir plus d'une dizaine de fois. Hollande l'a vu beaucoup parce que la situation était sérieuse, la situation était grave, et donc on a toujours continué à parler aux Russes. François Hollande n'est pas un passionné des affaires internationales. Mais le nouveau président français est rapidement confronté à la brutalisation du monde. C'est lui qui décide du retrait des forces françaises d'Afghanistan. Plus de 2000 d'entre vous seront rentrés en France avant la fin de l'année. C'est à lui que revient également d'expédier l'armée française au Mali pour bloquer l'avancée des djihadistes vers Bamako. La première rencontre avec Vladimir Poutine a lieu à l'Élysée, moins d'un mois après l'élection de François Hollande. Je ne connaissais pas jusqu'à présent, autrement que par les images, Vladimir Poutine. Donc je voulais savoir quel était le personnage dont j'aurais à gérer, ou les excès, ou les comportements. Je dois dire que sur beaucoup de questions, nous avons une certaine compréhension. En tout cas, nous sommes capables de nous entendre. Ce qu'il voulait, ce qu'il veut toujours d'ailleurs dans les entretiens, c'est impressionner son interlocuteur, créer une forme de tension pour bien faire comprendre qu'il n'est pas un personnage comme les autres. Plusieurs décisions, me semble-t-il, ont été prises sans tenir compte de la position russe et sans tenir compte de nos intérêts dans le domaine de la sécurité. François Hollande ne cédera jamais à la séduction de Vladimir Poutine. Convaincu dès le départ que la seule façon de traiter avec lui est d'établir un rapport de force. Nous avons eu une discussion animée, parfois jusqu'au désaccord. Et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement une bouteille de vin, mais de la vodka qu'il faudrait pour avancer. Le président Poutine dit toujours les choses franchement. Et je le fais chaleureusement. Approchez, vous allez sentir la chaleur. J'ai assisté plusieurs fois à plusieurs rencontres entre François Hollande et Vladimir Poutine au Kremlin. C'est toujours assez classant et c'est toujours assez tendu, en fait. Vladimir Poutine s'est parfaitement alterné les moments de courtoisie, presque de douceur, et des moments de pression, de tension ou de colère. Et la première impression étant toujours la bonne, selon l'expression même de François Hollande, le Français se gardera toujours de faire confiance aux Russes. Il a sans doute eu moins d'attentes vis-à-vis de Vladimir Poutine. Sarkozy a gonflé les muscles. François Hollande, je pense qu'il s'est moins fait avoir, en fait. Je confirme qu'il ne s'est jamais fait d'illusions sur la nature du personnage. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas avoir de relations d'État à État et de chef d'État à chef d'État. En cette année 2013, la guerre fait rage en Syrie. Avec l'appui des Russes, Bachar al-Assad fait la chasse aux djihadistes, n'hésitant pas à bombarder les populations civiles. Les Occidentaux soupçonnent le régime d'utiliser des armes chimiques. Un an plus tôt, Barack Obama avait prévenu. La ligne rouge pour nous serait de voir des armes chimiques être déplacées ou utilisées. En fait, dès 2012, les premières alertes arrivent en Syrie sur l'utilisation de chlore notamment. Poutine, de son côté, nie ou minimise. Août 2013. Les États-Unis, la France et l'Angleterre décident de frapper ensemble. Mais au dernier moment, les Anglais et les Américains se dégonflent. La France se retrouve seule. Barack Obama m'appelle au dernier moment, au lieu de convenir
de lancement de l'opération me demande un délai pour avoir un temps de discussion avec la Russie et surtout avec son Congrès. Les avions français avaient les moteurs allumés et d'un seul coup, on est trahi par notre allié. François Hollande est furax. Oui, je le suis. Parce que je comprends que ce n'est pas simplement un sujet syrien. Cette reculade achève de convaincre Vladimir Poutine de la faiblesse des Occidentaux. C'est un tournant absolument central, pas seulement dans l'affaire syrienne et du Proche et du Moyen-Orient, mais mondial. Et c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine a pensé que le déclin de l'Occident, que la faiblesse des démocraties lui permettait d'avancer beaucoup plus loin. 3 mois plus tard, une crise au cœur de l'Europe va accentuer cet antagonisme. Les Ukrainiens se soulèvent contre le refus de leur président de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Moscou y voit la main de l'Occident. Ça a été compris par Vladimir Poutine comme une tentative non pas d'agression, mais en tout cas de dissociation. Et donc, de ce point de vue, tout ce qui était en train de se passer entre l'Union européenne et l'Ukraine dans une négociation très intense était annonciateur de cette épée de Damoclès qui allait leur tomber sur la tête, qui était l'intégration dans l'OTAN. Il disait, c'est pas possible, vous faites une erreur, c'est très grave pour nous, parce que ça va créer une frontière insupportable entre l'Ukraine et la Russie. 3 mois d'affrontements sur la fameuse place Maïdan et quelques dizaines de morts plus tard, le président pro-russe est chassé. La vengeance de Poutine est immédiate. C'est l'invasion et l'annexion de la Crimée. Dans la foulée, le Donbass s'embrase. Des séparatistes russophones, soutenus en sous-main par l'armée du Kremlin, s'emparent de régions entières, déclenchant la première guerre d'Ukraine. François Hollande ne va pas ménager ses efforts pour tenter d'arracher un cessez-le-feu. Les 5 et 6 juin, il invite à participer aux cérémonies de commémoration du débarquement Vladimir Poutine et Petro Poroshenko, le nouveau président ukrainien. Quelques jours plus tôt, Poutine avait accordé une interview à TF1 et Europe 1. Bonsoir, Monsieur le Président. Les États-Unis affirment détenir la preuve que vous, la Russie, intervenez en Ukraine en laissant des combattants franchir la frontière et même en fournissant des armes à ce que les États-Unis appellent les sécessionnistes. Ils disent avoir des preuves. Ils mentent. Il n'y a pas de personnel militaire, même pas de formateurs de l'armée russe dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Il n'y en a jamais eu. Persuadés du contraire, François Hollande et Angela Merkel réussissent à convaincre Poutine de rencontrer Poroshenko. Donc nous convenons avec Mme Merkel de nous retrouver dans un salon en Normandie et de ne pas accepter de photographe. Sauf qu'il y a eu une photographie quand même. J'avais veillé à ce qu'il y ait quand même une photographie. Pour qu'on puisse précisément, pour l'ensemble de l'opinion internationale, immortaliser ce moment. Ça a duré peu de temps, mais suffisamment pour que les messages soient passés. De cette initiative naît le format Normandie, une tentative de négocier la paix entre les deux ennemis à laquelle se joint l'Allemagne d'Angela Merkel. Dans les mois qui suivent, les 4 chefs d'État vont se revoir et se parler souvent, comme lors du sommet de Minsk en Biélorussie en février 2015. Des discussions interminables, durant lesquelles les deux médiateurs se heurtent souvent à la mauvaise foi du dirigeant russe. Bon, nous discutons, c'est la nuit, c'est très pénible, la discussion n'avance pas.
tout d'un coup, dans mon souvenir, Angela Merkel, qui en a assez, c'est 2h du matin, 3h du matin, sort une photo où on voyait un colonel russe dans une des zones d'Ukraine, mais occupée par les Russes. Bon, et dans mon souvenir, c'est Merkel qui dit à Poutine, alors qu'est-ce qu'il fait, ce colonel? Et la réponse a été, je crois, il a dû perdre son chemin. Le mensonge pour Poutine, il doit être sidérant. C'est pas un petit mensonge pour créer le change. Il faut que l'interlocuteur soit presque tétanisé par l'ampleur du mensonge. Les accords de Minsk permettent de geler le conflit en Ukraine. Ça permet de faire taire les armes, donc ça économise des vies et ça permet d'avoir l'illusion, c'est bien l'illusion, que la guerre est terminée. Et pendant ce temps-là, Poutine, lui, il a continué d'avancer. Mais François Hollande n'oublie pas l'annexion de la Crimée. Il prend alors une décision difficile, celle d'annuler la vente des 2 frégates Mistral à la Russie. Chacun devant comprendre qu'un certain contexte empêchait la livraison de ces bateaux. Ce qui est intéressant, c'est que Poutine, quand je lui dis que je ne vais pas lui livrer, il encaisse, il comprend que le rapport de force. Bon, et après, il discute argent. Et imaginez ce qui serait passé si les Russes avaient utilisé Mistral contre l'Ukraine dans la guerre russo-ukrainienne. Un an plus tard, les Russes sont plus que jamais engagés en Syrie au soutien de Bachar al-Assad. Hollande et Poutine affichent publiquement leur désaccord sur le sort à réserver au président syrien. Et pour ce qui concerne la France, il est clair que Bachar n'a pas sa place dans l'avenir de la Syrie. Le destin du président de la Syrie doit se trouver à 100% dans les mains du peuple syrien. Le leitmotiv, c'est le mot, des Russes est toujours le même. Oui, Bachar, évidemment, bon, c'est contestable, mais c'est un patriote. Et d'autre part, si ce n'est pas lui, ça va être le chaos. À quoi nous répondons, mais le chaos, il y a déjà à l'époque 300 000 morts. Sous prétexte d'éradiquer les djihadistes, les Russes bombardent Alep. La cité est en grande partie détruite, façon Grozny en Tchétchénie. Alors, quand Poutine manifeste le désir de venir inaugurer sa cathédrale du Quai Branly, Hollande refuse de l'accompagner. Poutine annule son voyage. De toutes ces années et de ses rencontres avec Poutine, Hollande retient l'image d'un homme à la fois habile et brutal, obsédé par sa volonté de revanche et de restauration de l'Empire russe. C'est toujours une tentation, l'illusion, de se dire « je vais convaincre Poutine, je vais séduire Poutine ». Poutine ne pouvait pas être séduit, en tout cas pas par moi. C'est pourtant cet homme qu'Emmanuel Macron va s'efforcer de séduire en lui déroulant le tapis rouge. C'est même le premier chef d'État qu'il reçoit peu après son élection. Le président Macron a eu, comme ses prédécesseurs, le sens de l'intérêt d'une relation avec le grand voisin russe. Emmanuel Macron croit à la possibilité d'un reset, c'est-à-dire une relance des relations entre la Russie et l'Occident. Il faut avoir ce dialogue avec la Russie. Poursuivre ces discussions, travailler ensemble, renforcer notre partenariat, construire des solutions pragmatiques et exigeantes. Le décor de cette première rencontre est à la hauteur des ambitions du jeune président français. La magnificence du château de Versailles. Cette réception à Versailles est destinée dans l'esprit d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi l'expression, d'en mettre plein la vue à Vladimir Poutine. Ce sont les palais de la République avec une histoire, et c'est vrai que Poutine aussi a le sens de l'histoire, même si son interprétation est parfois très personnelle. Entre un hommage à Pierre le Grand et un passage par la galerie des batailles,
Emmanuel Macron et Vladimir Poutine posent les bases d'une relation personnelle. Mais cette première rencontre va débuter par des reproches. Alors le Poutine qu'il reçoit à ce moment-là est quand même celui qui est responsable d'ingérence dans sa campagne, par le biais des trolls russes. Dans la conférence de presse commune, Emmanuel Macron va dire des choses très dures en face, à côté de Vladimir Poutine. Il va lui dire que ces agences RT et Sputnik sont des agences de propagande, que ce ne sont pas des médias. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et là, on voit Poutine courber les chines, se laisser faire la leçon. J'étais en Russie à ce moment-là, les opposants russes étaient plutôt très contents en disant « Enfin, il y a un dirigeant occidental qui lui dit la vérité, qui lui dit le cas de vérité en face ». Pas rancunier, Vladimir Poutine invite Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg. Au faste de Versailles, Poutine répond par celui de la capitale des tsars. À la grandeur succède la grandeur. Poutine l'a très très bien reçu. Ils ont eu un contact personnel et ils se sont rencontrés très longtemps en tête-à-tête. Le déjeuner a dû se dérouler, je ne me souviens plus exactement, mais à 18h, parce qu'ils se sont parlé pendant très longtemps et à l'époque avec le sentiment de pouvoir tracer des perspectives. Et je souhaite, pour ma part, que la Russie comprenne que la France est son partenaire européen crédible, ouvert et fiable pour préparer l'avenir. Et quelle plus belle marque de confiance que d'inviter son partenaire dans sa maison de vacances, le fort de Brégançon. Ce jour-là, Emmanuel Macron découvre un Poutine ouvert et sympathique, presque un président normal. Poutine est très très content, il a offert des fleurs à Brigitte, il faisait beau, ils ont bien mangé. Merci beaucoup. Ils sont restés beaucoup plus de temps que prévu ensemble, ils ont veillé tard le soir, ce que Poutine fait rarement. Là où on peut faire des critiques, c'est sur la tactique. Parler à Poutine, certes, le recevoir, certes. Fallait-il recevoir dans la résidence d'été du président, c'est-à-dire dans le domaine privé? C'est quand même plus discutable. Avoir des gestes d'amitié débordants à l'égard de dictateurs, mon jugement, c'est non. J'allais dire niet. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir dans ce lieu ô combien symbolique et sur les rives de cette Méditerranée qui ont toujours beaucoup compté pour la relation entre nos deux pays et pour l'imaginaire russe. Est-ce la magie de la Grande Bleue? Toujours est-il que la rencontre de Brégançon débouche sur une concession. Ce que Poutine a accepté à Brégançon, c'est de rencontrer pour la première fois Volodymyr Zelensky, qu'il n'avait jamais voulu voir. Il ne prononçait même pas son nom d'ailleurs. Vladimir Poutine tient parole. Le sommet a lieu à l'Élysée, créant l'espoir d'une détente. La réunion s'est tenue au mois de décembre 2019, avec promesse d'une nouvelle réunion à Berlin en mars ou avril, mais évidemment, là, il y a eu la crise sanitaire, donc ce n'était plus possible. Qui aurait pu se douter que quelques mois plus tard, le monde allait entrer en hibernation, saisi d'effroi par une pandémie telle que les hommes en avaient perdu le souvenir. Pendant les 2 années que dure la crise sanitaire, Poutine ne quitte quasiment plus le Kremlin. On le dit terrorisé par le virus. Poutine s'est complètement enfermé, à la fois physiquement et psychiquement. Il a, paraît-il, ressassé, lu des livres d'histoire à n'en plus finir, ressassé
la grandeur de la Russie, le risque que tout soit abîmé par l'OTAN en Ukraine, etc. Il n'a pas de visiteurs du soir, il n'a pas de gens qui lui donnent... Il n'y a pas de fou du roi qui lui raconte une autre histoire, alors qu'à l'époque, il y en avait. Ce confinement a-t-il renforcé sa paranoïa? En tout cas, c'est un homme plus dur, plus en colère contre l'Occident, plus inflexible encore, qu'Emmanuel Macron retrouve en 2021. Quand Vladimir Poutine, sous prétexte de manœuvre, masse ses troupes aux frontières de l'Ukraine, il aurait dû être évident que rien ni personne ne l'arrêterait dans son projet. Il y a eu une montée en puissance des préparatifs militaires dans la période de plusieurs mois avant l'attaque, quand les États-Unis savaient mais eux-mêmes n'y croyaient pas. Emmanuel Macron ne renonce pas à le ramener à la raison, misant sur ce qu'il croit être une relation personnelle forte. Emmanuel Macron regarde Vladimir Poutine avec son esprit cartésien, l'esprit français, et il se dit « ce n'est pas possible parce que cette décision ne serait pas rationnelle ». Il y a ce voyage à Moscou qui commence par une humiliation. Même pour discuter avec le diable, Macron n'aurait pas prévu une cuillère aussi longue. Donc merci beaucoup de ton temps et de l'accueil aujourd'hui. C'est une humiliation, évidemment. Emmanuel Macron a refusé de se soumettre au test Covid, donc c'est le prétexte. Cette immense table dit tout le mépris du maître du Kremlin pour les leaders occidentaux, dont Macron. C'est la mise en scène, si vous voulez, ça fait partie de la vie internationale. Il y a toujours une mise en scène. La diplomatie, c'est aussi de la mise en scène. Monsieur le Président est venu en Russie en premier lieu pour aborder les sujets épineux relatifs à la sécurité européenne et globale. Vous avez une vision forte, qui parfois n'est pas la même que celle des Européens ou des Occidentaux. Quand Emmanuel Macron est revenu de Moscou, il a clairement dit « le Poutine que j'ai rencontré là n'est pas celui que j'ai connu et que j'ai rencontré à plusieurs reprises ». Et puis, il y a cet appel de la dernière chance. Merci pour ta disponibilité ce matin. Si on veut donner une chance au dialogue, il faut calmer dans la région le jeu. Lors de cet entretien téléphonique, Emmanuel Macron, entouré de ses conseillers, tente de convaincre Poutine d'accepter le principe d'un sommet avec Joe Biden. Mais est-ce que tu es prêt à avancer et à dire aujourd'hui « je souhaite une réunion à deux avec les Américains puis élargie aux Européens » ou pas? On voit en fait le dilettantisme et la légèreté avec laquelle Poutine parle à Macron. Merci en tout cas Vladimir. Merci messieurs les présidents. En raccrochant, il est persuadé qu'il a convaincu Vladimir Poutine. Le lendemain, il s'est aperçu qu'en fait, Vladimir Poutine n'avait absolument aucune intention de donner suite à cette proposition. C'est légitime d'avoir tenté quelque chose, même si c'était destiné à échouer. À ce moment-là, Poutine avait déjà décidé d'envahir l'Ukraine. 4 jours après ce coup de téléphone, c'est la sidération. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. En reniant sa parole, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Quand l'invasion d'Ukraine commence, il est extrêmement choqué et il a un coup de téléphone avec Vladimir Poutine qui est assez vif. Il dit à Vladimir Poutine tu as fait une connerie, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se reparler, et il lui dit aussi mais je serai ferme, je ferai ce que j'ai à faire. Passé le choc et la déception,
Emmanuel Macron tentera encore de reparler à Vladimir Poutine. Mais le président français affichera tout de suite un soutien sans faille à l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine puisse résister, défendre son territoire, retrouver la liberté. C'est une agression d'impérialistes. L'Ukraine ne sera pas conquise. Fin 2022, Emmanuel Macron revient sur sa relation avec Poutine dans une émission réalisée par des journalistes autistes. Je dois vous avouer, j'aimerais pas le rencontrer, il me fait assez peur. D'abord, quand on le rencontre comme ça, il n'est pas désagréable. C'est le paradoxe, tu vois. Ensuite, je pense qu'il n'y a rien qui justifie de déclencher la guerre. Il a essayé d'expliquer que c'était l'Ukraine qui le menaçait, parce qu'à travers l'Ukraine, c'était les Européens et les Américains qui voulaient menacer la sécurité de la Russie. Je crois que c'est faux. Et au fond, il a décidé de lancer cette guerre pour récupérer des territoires et pour réétendre la Russie et retrouver en quelque sorte le périmètre de l'Empire qui avait pu exister. Donc il a pris une très lourde responsabilité pour lui, pour son peuple, évidemment pour le peuple ukrainien et pour nous tous. Voilà comment je vois les choses. Leur dernière conversation remonte au 11 septembre 2022. Peut-on imaginer qu'un jour, un président français reparle avec Vladimir Poutine ? On ne peut pas savoir quand et comment cette guerre se terminera, mais très probablement quand même autour d'une table de négociation. Et il faudra bien, à un moment donné, parler avec celui qui est à la tête de la Russie. Il faudra voir comment les Russes eux-mêmes s'occupent de Poutine. Nous ne choisirons jamais nos interlocuteurs, quels qu'ils soient. Donc on verra ce que ça donne. Mais la Russie ne va pas disparaître.